مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر السيد جون أورورك. سيد جون أورورك أهلا وسهلا بك على شروق نيوز. Monsieur John O'Rourke, bienvenue sur شروق نيوز. Merci beaucoup. بداية سيد أورورك، الاتحاد الأوروبي قدم مؤخرا دعما للجزائر بقيمة 43 مليون يورو. الحكومة الجزائرية يعني استقبلت الدفعة من هذا الدعم. هل يمكن أن نحصل على تفاصيل أكثر عن هذا التمويل؟ Bien sûr. Donc, dès le début de la pandémie, nous avons proposé à nos pays partenaires, et donc évidemment l'Algérie parmi eux, de réallouer des fonds pour aider nos partenaires dans la lutte contre la Covid. En l'occurrence, pour l'Algérie, il s'agit de deux actions qui sont conduites en parallèle. L'une, c'est de fournir de l'aide matérielle pour médical, donc de l'équipement médical. À côté de ça, nous voulons également appuyer les efforts algériens pour la relance de l'économie, puisque nous savons que l'économie partout dans le monde a beaucoup souffert de la pandémie. La somme totale de cette action est de 75 millions d'euros, dont 43 millions d'euros pour de l'équipement sanitaire. Il s'agit d'équipements médical, des laryngoscopes, des respirateurs, de l'équipement pour les hôpitaux. Il s'agit d'équipements de protection, principalement pour le corps médical et le corps soignant, et également du matériel de détection, donc des kits antigéniques, des kits PCR. Et donc ce sont ceux-là qui sont arrivés. 400 000 tests antigéniques ont été livrés récemment. De même, des kits de prélèvement PCR sont en voie d'arrivage au port d'Alger. هل هناك دعم مماثل فيما يخص حصول الجزائر على اللقاح المضاد لكوفيد-19؟ Alors, c'est une question essentielle, puisque nous savons que la Covid ne sera vaincue que lorsqu'on aura pu vacciner une partie importante de la population mondiale. Dès le début, nous avons appuyé très fortement le processus, le dispositif onusien qui va sous le nom de COVAX. Nous sommes, je crois, à ce stade, le principal contributeur à cette initiative, avec à peu près 40% des donations, si je ne me trompe pas, qui sont à être utilisées pour livrer des vaccins aux pays les plus vulnérables et qui n'auraient peut-être pas la même possibilité de les acquérir. Donc, dans les allocations préliminaires qui ont été faites au titre de COVAX, un peu plus de 2,2 millions de doses ont été allouées pour l'Algérie. Nous nous en réjouissons puisque ça représente quand même 2,2 millions, ça représente à peu près 5% de la population. C'est déjà un chiffre assez considérable et ce ne sont que les premières allocations qui sont faites au titre de COVAX. En parallèle de cette action que nous faisons via l'instrument multilatéral du COVAX, l'Union européenne a, comme vous le savez peut-être, a fait des achats anticipés d'un nombre important de doses de vaccins, de l'ordre de 2,3 milliards de doses, donc largement supérieur dans sa totalité aux besoins que l'Union européenne pourrait en avoir. Et évidemment, ces achats anticipés
sont une manière de stimuler les capacités de production des sociétés qui produisent ces vaccins. Et nous escomptons que une fois que cette production est en route, nous pourrons établir un mécanisme pour partager ces vaccins avec d'autres pays, nos pays partenaires en premier lieu, les pays du voisinage de l'Europe, dont l'Algérie sont certainement les premiers en ligne de compte. Comment ceci va se faire, par cession, par donation, par un mix, je ne sais pas parce que c'est en discussion. Et en ce moment, évidemment, la production n'est pas encore arrivée au point de livrer tous ces achats. Mais c'était certainement quelque chose qui a été anticipé et inscrit dans la stratégie de l'Union européenne. Je devrais parler de l'équipe Europe parce que cet effort se fait par les institutions européennes que je représente ici en Algérie, mais également par nos États membres qui sont également à titre bilatéral également contributeurs à l'effort équipe Europe. ماذا عن اتفاق الشراكة مع الجزائر؟ الجزائر سبق وأن أعربت عن رغبتها في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أين نحن من هذه العملية؟ Alors, à ma connaissance, et je crois que je suis informé, je suis bien informé, l'Algérie n'a jamais demandé de renégocier l'accord d'association. L'Algérie a confirmé à plusieurs reprises qu'elle veut maintenir cet accord. Elle voudrait déroger à certaines clauses de la partie commerciale de cet accord. Et pour des raisons des circonstances économiques dans lesquelles le pays se trouve, l'Union européenne comprend ces difficultés et elle est à l'écoute de son partenaire. À ce stade, l'Algérie n'a pas formulé exactement les conditions de cette dérogation à l'accord commercial que nous avons, la mise en place de la zone de libre-échange qui est prévue au titre de l'accord d'association. كيف ترون مناخ الاستثمار في الجزائر ولماذا حجم الاستثمار الأوروبي يبقى ضعيف في الجزائر؟ Alors, je peux peut-être dire que ce n'est pas le regard que je porte qui prime. Les analyses internationales, Ease of Doing Business, un index reconnu qui est compilé par la Banque mondiale, par exemple, classe l'Algérie assez faiblement en termes du climat des affaires. Il s'agit de la stabilité du régime des affaires, du régime fiscal. Il s'agit jusqu'à récemment, il y avait des restrictions sur l'actionnariat qui était permis pour les investissements. Il y a des entraves d'ordre bureaucratique, des procédures assez longues. L'Algérie ne s'inscrit pas beaucoup dans les chaînes de valeur internationales qui sont importantes pour beaucoup de nos sociétés, puisque, comme vous le savez, le commerce international se fait avec des étapes de production dans différents pays. L'Algérie, à ce stade, n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce. Elle n'est pas très bien inscrite dans le système international du commerce. Et ceci est, je crois, également une certaine entrave pour certains de nos investisseurs.
في الصيف الماضي طلبت الجزائر تأجيل اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي كما ورد في بعض الصحف، الذي كان مقررا في سبتمبر 2020، يعني منذ سبتمبر الماضي. ما الذي حصل بالضبط؟ Alors, vous parlez du démantèlement tarifaire, et ce démantèlement tarifaire s'est échelonné sur plusieurs années, et essentiellement, comme l'a dit le directeur général du commerce, ce démantèlement est presque entièrement en place. Il reste, je crois, 129 postes tarifaires industriels qui n'ont pas encore été démantelés. Ce qui nous préoccupe, franchement, c'est qu'il y a à côté de cela notamment les droits additionnels provisoires de sauvegarde, qui sont des droits additionnels, comme le nom le dit, et qui sont très importants, allant jusqu'à 200% sur certains produits. Ceux-ci ne sont pas prévus au titre de l'accord d'association, mais strictement parlant, pour ce qui concerne le démantèlement tarifaire privilégiant le partenaire européen sur un certain nombre de produits, je confirme que ceci a largement été fait, avec l'exception de ces un peu plus de 100 postes tarifaires. نتحدث الآن عن التأشيرة. يعني الجزائر من بين أكثر الدول في العالم التي تعرف نسبة رفض عالية فيما يخص الحصول على التأشيرة، وصلت أو قدرت ب 43% في 2019. كيف تفسرون ذلك؟ Premièrement, je pense qu'il faut se souvenir que l'Algérie, qui ne représente pas une population énorme au niveau mondial, avec à peu près 45 millions d'habitants, est le bénéficiaire, le 7e plus grand bénéficiaire au monde de visa Schengen. Donc nous devons également tenir compte de ceci. Je parle des chiffres avant la pandémie, puisque les espaces aériens ont depuis été fermés, et donc je pense que ça fausserait les statistiques. Donc l'Algérie est un énorme bénéficiaire, si je peux dire, de visa Schengen, mais il est vrai que beaucoup des demandes qui sont entrées, qui sont logés, ne répondent pas aux critères qui sont exigés, et donc il y a un taux de refus important. Je pourrais entrer dans les détails sur ces motifs, mais je pense que l'essentiel est là. Ce qu'il faudrait également rappeler, c'est que nous avons également un taux de retour, puisque les personnes qui se trouvent en situation irrégulière, étant restées au-delà des 90 jours qui sont prévus au titre d'un visa Schengen, qui ont une obligation de quitter le territoire Schengen et de revenir, le taux d'exécution de ces demandes de retour est particulièrement bas, un peu en dessous de 20%, alors que la moyenne se situe autour de 32%, si je ne me trompe pas. Donc il est également vrai que cet aspect-là des statistiques est à prendre en compte pour ce qui concerne la politique de visa. Mais je réitère que quand même, en 2019, il y a eu 374 000 visas Schengen qui ont été délivrés pour des ressortissants algériens, ce qui représente, comme je le dis, une part très importante du chiffre total. وماذا عن عدد الجزائريين الذين طلبوا التأشيرة؟
Alors, arithmétiquement, puisqu'il y a eu 374 000 visas Schengen qui ont été délivrés avec, vous le citiez, un taux de refus de 0,43 de refus, et donc ça ferait à peu près 870 000 demandeurs de visa pour l'espace Schengen. في الاتحاد الأوروبي نناقش إصلاح منطقة شنغن التي ستقيد حرية التنقل. هل يمكن أن نقول أن أوروبا أصبحت قلعة؟ Alors, je pense que vous faites référence au pacte sur la migration qui est en train d'être mis en place en Europe. Ce pacte concerne principalement le partage de l'effort pour ce qui est de l'accueil des migrants et des réfugiés sur le territoire européen, dans l'espace Schengen. D'ailleurs, au-delà de Schengen, sur tout l'espace de l'Union européenne. Donc, principalement, ceci est une question interne de répartition de l'effort et donc n'a pas vraiment une incidence sur ce que vous appelez la forteresse Europe. L'Union européenne reste une société, un nombre de sociétés très ouvertes sur le monde. Nous accueillons, bon an, mal an, de l'ordre de 2 millions de migrants qui arrivent s'installer en Europe. Donc je pense qu'on ne peut pas parler d'une société qui se ferme. La question qui est posée, c'est comment assurer que cette migration se fasse d'une façon qui est ordonnée, qui n'est pas aléatoire, qui protège également les personnes qui entreprennent la migration, puisque, on le sait, les migrants irréguliers sont exposés à beaucoup de risques et de risques de leur vie, de risques de toutes sortes, qui sont des choses à proscrire et à éviter à tout prix. Donc nous ne voulons pas fermer l'Europe, mais nous voulons trouver des moyens d'organiser cette migration de manière à ce qu'elle puisse être bénéfique pour les pays d'accueil, pour les pays de transit et pour les pays d'origine aussi, puisque nous ne voulons pas non plus créer un appauvrissement des pays qui sont quittés par des migrants. الاتحاد الأوروبي عرض منذ أيام خطة جديدة للتعامل مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. لماذا هذه الخطة الجديدة؟ هل تعتقدون أن سياسة الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب البحر المتوسط لم تأتي بالنتائج المرجوة كما توجه لها بعض الانتقادات؟ وماذا يمكن أن تنتظر دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من هذه الخطة الجديدة للاتحاد الأوروبي؟ Alors, premièrement, je pense qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle politique envers les pays qui sont nos voisins les plus immédiats, et en particulier dans le sud de la Méditerranée. Ceci dit, il est pour une politique qui est aussi importante et je dirais aussi ambitieuse que celle que nous essayons de tisser avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Il n'est pas surprenant que les résultats que l'on souhaite, les objectifs que l'on veut atteindre, ne soient pas atteints immédiatement et qu'il y ait des difficultés, parce que nous ne voulons pas nous contenter d'objectifs qui seraient peut-être facilement atteints, mais qui ne seraient pas très signifiants.
il est également normal, périodiquement, d'ajuster cette politique pour tenir compte de des événements et de ce qui se passe. Et en l'occurrence, de tenir compte de la crise de la Covid et les séquelles économiques dévastatrices dont nous souffrons et dont nos pays partenaires souffrent également. Donc comment voir la relance économique et comment inscrire dans cet effort de relance également d'autres objectifs que nous pourrons avoir. Une migration plus fluide, une lutte plus conséquente contre le changement climatique, la transition énergétique, comment mieux préserver l'environnement commun que nous avons nous-mêmes et les pays partenaires. Donc c'est plutôt dans cette optique d'ajustement que je vois cette politique. Quelles sont les possibilités qui se dessinent? Eh bien, comme je l'ai déjà quelque part sous-entendu, nous voudrions profiter des fonds qui appuient cette politique pour entamer des réformes qui de toute façon seraient nécessaires, mais pour faire que cette relance soit une relance verte, qu'elle soit une relance qui nous encourage tous à aller vers une économie plus circulaire, une économie qui est plus décarbonisée, etc. الرئيس تبون أكد بأنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لاسترجاع الأموال المهربة بطريقة غير شرعية إلى الخارج من قبل إطارات في الدولة. هل هناك مفاوضات بهذا الخصوص؟ Je connais ces déclarations et il y a un dispositif de coopération judiciaire pour faire la restitution de biens qui ont été spoliés par quelqu'un et placés à l'étranger. Toutefois, il ne s'agit pas de négociation, et cela parce qu'il s'agit d'un processus judiciaire, c'est-à-dire un tribunal en Algérie doit déjà non seulement condamner quelqu'un pour des faits de corruption, mais il doit également statuer sur les biens précis qui ont été spoliés, le montant, et établir où ces biens ont été transférés. Ensuite, il y a un deuxième aspect de cette procédure, c'est-à-dire du côté du pays où il est supposé que ces biens sont logés, sont investis ou sur un compte bancaire ou que sais-je. Là aussi, il faut entamer un processus juridique, c'est-à-dire aller devant un tribunal pour faire valoir cet aspect des choses. Comme en Europe, comme ici, la propriété privée est respectée, et donc il faut en quelque part prouver à un tribunal que les biens de la société X ou de monsieur un tel sont illicitement acquis et doivent être restitués à son propriétaire véridique. Donc c'est une procédure judiciaire, il n'est pas question de négociation. L'accord d'association dont nous avons parlé tout à l'heure prévoit une coopération judiciaire entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne, mais ça reste une question qui est bilatérale, c'est-à-dire le système juridique algérien et le système juridique du pays concerné, et ce sont les tribunaux qui décident de ces questions.
نختم بالقضايا الإقليمية. ماذا عن الوضع في ليبيا ومالي وقضية الصحراء الغربية التي تسجل في الفترة الأخيرة تجاوزات من قبل المغرب الذي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار؟ Alors, sur les crises régionales que vous évoquez, c'est un sujet qui est évoqué régulièrement dans les contacts politiques, même au plus haut niveau, le plus récemment au Conseil d'association qui s'est tenu en décembre entre l'Union européenne et l'Algérie. Et je crois qu'il y a dans une très grande part une grande convergence de vues sur ces crises et sur la façon de les régler. Je pense que l'Algérie constitue un pôle de stabilité ici en Afrique du Nord et dans cette partie du monde. Et nous apprécions beaucoup son concours et son approche pour le règlement de ces crises. Vous avez dit spécifiquement la question du Sahara occidental. Je réitère la position de l'Union européenne, c'est-à-dire que cette question devrait être réglée par le processus des Nations Unies pour trouver une solution qui serait acceptable à toutes les parties et qui serait dégagée par le biais du processus onusien. Donc nous ne dérogeons pas à ce point de vue, qui est d'ailleurs celui aussi de l'Algérie. Nous appelons au respect du cessez-le-feu parce que la violence n'est pas la manière de résoudre les conflits. De manière générale et peut-être universelle, je dirais, ce n'est pas notre approche pour la solution des conflits. سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر السيد جون أورورك، شكرا جزيلا لك. Monsieur John O'Rourke, ambassadeur, président de la délégation de l'Union européenne en Algérie, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء مع سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.